Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice, enfin pour plusieurs exercices de probabilité. Alors, on va parler de tout ce qui est continu, de vecteurs continus, de variables continues, bien sûr, de lois continues, etc. Donc là, je m'adresse à des étudiants quand même du supérieur, hein, de deuxième, troisième année. Comme d'habitude, vous avez bien sûr les exercices en description, hein, en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, pour le faire par vous-même ou lire tranquillement l'énoncé. Okay. Vous avez aussi dans la description, je dis tout de suite, un tableau récapitulatif des formules mathématiques que vous devez connaître. Enfin, en tout cas, allez, je vous ai donné 80% des formules mathématiques que vous devez connaître lorsqu'on traite de vecteurs continus. Et vous avez d'ailleurs aussi dans ce tableau la comparaison avec les formules des vecteurs discrets. Okay. Allez, on y va. Donc, ce sont des exercices, on pourrait dire type examen. Alors, pas forcément chaque exercice de manière particulière, mais en tout cas, le tout peut former un petit examen. Alors, on vous dit soit x, y, un couple de variables aléatoires continues dont la densité f est définie par, alors je note, donc f de x, y égale kx carré y pour x compris entre moins 1 et 1 et y compris entre 0 et 1. Donc là, on vous a donné le domaine de définition de x et là le domaine de définition de y, c'est comme ça qu'on les appelle, qu'on les qualifie. Alors, première question, hein, somme toute logique, hein, déterminer les densités marginales. Donc bien sûr, ayez le tableau, si vous ne connaissez pas vos formules, ayez le tableau sous les yeux. Donc la densité marginale, on va commencer par la densité marginale de x, qu'on note f de x points. Okay. Ce n'est rien d'autre que l'intégrale, attention, sur le domaine de y, de f de x, y, dy. Alors, il n'y a pas forcément de moyens mémotechniques, mais dites-vous, quand vous cherchez la densité marginale de x, eh bien, on travaille sur y. Hein, si on peut le dire comme ça. Attention, c'est important le dy, hein, surtout lorsque vous avez plusieurs variables. Ici, bon, on en a deux, on a x, y. Le dy va vous permettre de savoir quelle est la variable dans la fonction. Donc, par rapport à quelle variable vous devez déterminer la primitive. Parce que je vous rappelle que, donc je renote comme ça avec les valeurs, donc on ira de 0 à 1 de kx carré y dy. Bien sûr, k étant une constante. On ne dit pas dans... Oh là, je vais y arriver à faire une parenthèse. On ne vous le dit pas, mais bon, c'est un petit peu logique. Donc, je disais, on doit déterminer la primitive. Étant donné qu'on doit la déterminer par rapport à y, k et x sont tous les deux des constantes. Toutes les deux, ce sont des constantes, k et x. Alors, je vous rappelle qu'on a un produit. Donc, on a kx carré qui multiplie y. Alors, je peux à kx carré, remplacez-le par 3. Si vous devez déterminer la primitive de 3y, le 3, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il disparaît? Il reste. Lorsque la constante est un produit, elle reste. Que ce soit d'ailleurs dans la dérivée ou dans la primitive. Donc, le kx carré reste. Et la primitive de y, ou de x, c'est y2 sur 2. Entre 0 et 1. Alors, je vous rappelle, hein, si vous voulez, si vous avez un petit doute, lorsque vous avez la primitive comme ça à l'intérieur entre A et B, je vous rappelle que c'est grand F de B moins grand F de A. Et attention, nous travaillons toujours et encore avec Y. C'est-à-dire que vous remplacez 1 et 0, vous remplacez Y par 1 et 0, pas X. Le X, vous le laissez tranquille, c'est une constante. Donc on aura kx carré multiplié par 1/2, donc on peut écrire kx carré sur 2, c'est pas gênant, moins, donc pensez toujours d'abord celle du haut, moins celle du bas. Et 0, bah, ça fait 0. Et donc la densité marginale, eh bien, c'est kx carré sur 2. Ça va? Bon, mettez sur pause, hein, pour recopier à chaque fois tranquillement.
Alors, la densité marginale de y. Moi, je pense que vous avez compris le principe. Donc, la densité marginale de y, on note f de point y. Ouais. Ce sera l'intégrale sur dx de f de xy dx. Donc là, on travaille avec x comme variable. Donc, intégrale entre moins 1 et 1 de kx carré y dx. C'est pareil, étant donné ici que je travaille avec x étant ma variable, je considère k et y comme des constantes. Donc, elles restent. Donc, je peux déjà écrire ky. Et la primitive de x carré, x cube sur 3. Entre moins 1 et 1. Et je remplace d'abord par le plus grand, hein, donc c'est-à-dire 1. Donc, remplacer encore une fois x. Donc, on aura 1 puissance 3, ça fait 1, donc ça fait un tiers. Donc, on peut écrire ky sur 3. Moins, alors je vais mettre une parenthèse, on ne sait jamais qu'il y a un changement de signe à opérer, hein, donc on se la joue sécurité. Voilà, moins. Alors attention, moins 1 au cube, ça fait moins 1. Donc on aura moins ky sur 3. Vous voyez pourquoi j'ai mis la parenthèse? Parce que moins et moins, ça fera plus. Et, donc comme on a la même chose, pardon, on en aura donc 2 ky sur 3. Ça va? Normalement, ça doit vous paraître, je vais dire facile, mais vous ne devez pas bloquer là-dessus. Bien, mettez sur pause. Donc gardez-les sous les yeux, hein, on ne sait jamais qu'on doit les réutiliser, et d'ailleurs on va les réutiliser. Pourquoi? Parce qu'on nous demande d'en déduire la valeur de la constante K. Donc il est temps de déterminer ce fameux K. Alors il y a une propriété fondamentale, c'est que si vous prenez les densités marginales, que ce soit de x ou de y, peu importe, okay, mais si vous prenez la densité marginale de x, c'est-à-dire f de x point, il faut que l'intégrale sur son domaine de définition soit toujours égale à 1. Et bien sûr, n'oublie pas d'écrire dx. Ok, donc chaque densité marginale sur son domaine de définition, l'intégrale est égale à 1. C'est une propriété. Donc f de x point, on l'a déterminé juste avant. Donc on avait trouvé kx2 sur 2 dx égale 1. Là, par contre, j'utilise dx. Alors, on pourrait dire que c'est logique parce qu'il y a une concordance. Je travaille avec le domaine de x. Donc, il est évident que l'intégrale se détermine par rapport à x. Vous pouvez aussi raisonner comme ça, si vous voulez. Alors, primitive. Bon, k sur 2, on est d'accord? K sur 2, c'est constante, donc ça reste. Et la primitive de x2, bah, c'est toujours x3 sur 3. Donc là, en fait, on a une équation à résoudre, hein, ni plus ni moins. Donc on remplace par le plus grand, donc 1, donc on aura k sur 6. Oui, c'est ça. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça. K sur 1. Moins 1. Donc k sur 6, moins, mettez une parenthèse pour être sûr, et on aura moins k sur 6. Égale 1. K moins moins k, ça fait plus k. On a le même dénominateur, donc on peut additionner, ça fait 2k sur 6. Égale 1. Donc k égale 3. Vous pouvez le faire avec y, hein, c'est-à-dire que si vous étiez passé par y, on aurait déterminé, donc on aurait dit que l'intégrale sur 0,1 de f de point y, dy, est égale à 1. Ouais.
Donc vous avez le droit d'utiliser la densité marginale de y, mais prenez le domaine de définition de y par rapport à y égale 1, et vous aurez, de toute façon, vous auriez trouvé 3. Je la tourne de bonne heure le matin, alors faites pas attention aux petites fautes que je peux faire. Je les répare immédiatement. Bien. Ah. Bien, mettez sur pause. Vous voyez, ce qui est bien avec cet exercice, c'est que bon, il nous permet de revoir un petit peu les formules essentielles des vecteurs continus. Alors, déterminer la densité conditionnelle de la variable x. Si vous avez le tableau sous les yeux, il y a une formule. Donc attention, on veut la densité conditionnelle de x. Donc on déterminera f de x sachant y. Comme on veut x se trouve en première position. Donc on veut f de x sachant y. Formule, c'est la fonction de densité divisée, attention, par la fonction de densité marginale du deuxième. Vous vous souvenez quand la formule basique, là, élémentaire de la probabilité conditionnelle P de A sachant B? Vous vous souvenez de ça? C'est quoi? C'est P de A inter B sur P de B. Et vous savez, parce que là, c'est pas une vidéo courte, mais ça ne change rien quand on travaille avec des fonctions. Ça a exactement la même signification. En fait, pour les vecteurs continus, P de A inter B est donné par f de x, y. Je ne sais pas si vous le saviez, mais quand on vous donne f de x, y, on vous donne une fonction qui permet de calculer une probabilité d'une intersection. Donc f de x, y, c'est la probabilité de x et de y. Que x soit égal à une valeur et que y soit égal à une valeur. Et là, au dénominateur, on est d'accord, on mettait toujours la probabilité du sachant que. P de A sachant B, c'est le sachant qui va au dénominateur. Et bien, f de x sachant y, c'est la densité marginale de y qui va au dénominateur. C'est la même chose, mais c'est juste qu'on travaille avec des fonctions. Donc on y va, donc on aura, donc bien sûr, k est égal à 3. Donc ici, hop, je peux effacer le k et écrire maintenant 3x carré y. Donc 3x carré y sur, alors la densité marginale, on avait trouvé 2ky sur 3. Reprenez la densité marginale de y, on avait trouvé 2ky. Donc maintenant, vous remplacez k par 3. Ça fait donc 6y sur 3. Et 6y sur 3, ça fait 2y. Vous remplacez k par 3 dans la densité de y. Bon, les y s'annulent. Et donc, il nous reste 3x carré sur 2. Ouais. Alors, si on avait dû, bon, c'est pas demandé, mais je vais donner la formule, même si vous l'avez. Si on avait dû déterminer la fonction de distribution conditionnelle de y, donc on aurait déterminé f de y sachant x, et donc on aurait eu f de xy sur f de x point. Ouais. Autrement dit, on aurait eu 3x carré y sur, alors f de x point, je crois que c'était kx carré. Oui, ça. C'était kx carré sur 2, ça fait 3x carré sur 2. Ah. Tiens. On verra, mais il y a quelque chose d'étrange, non? La densité marginale de x égale à sa densité conditionnelle. On verra ça.
Bon, l'x carré s'annule. Et donc 3 sur 3 demi, ça fait 3 fois 2, 6, ça fait 2y. Voilà, si on avait demandé la distribution conditionnelle de y. Et d'ailleurs, 2y, c'est la distribution marginale de y. Donc, la densité conditionnelle de y est égale à la densité marginale de y. Donc, tout ça, ça implique quelque chose qu'on va voir dans la question suivante. Allez, mettez sur pause, j'efface. Bah justement, on vous demande, est-ce que les variables x et y sont indépendantes? Alors, l'indépendance, ça va dans les deux sens. Je vais expliquer ce que ça veut dire. L'application va dans les deux sens. La première chose, c'est que la densité totale est égale au produit des densités marginales. C'est-à-dire f de x, y est égal à f de x point multiplié par f de point y. Ok? Donc densité totale égale produit des densités marginales. Et la deuxième, bah, je l'ai sous-entendu juste avant, c'est que les distributions conditionnelles sont aussi égales aux distributions marginales. Ça va dans les deux sens, pourquoi? Parce que si deux variables sont indépendantes, alors ça vaut tout ça. Mais si ça c'est vrai, alors il y a aussi indépendance. La preuve, vous voyez, la justification va dans les deux sens. L'indépendance implique ça, mais ça implique aussi l'indépendance. Qu'est-ce qu'on a prouvé juste avant? Il suffit d'en prendre un, hein, parce que si le premier est correct, normalement le second l'est aussi. Bah, on a dit justement que f de x sachant y était égal à f de x point. Donc voilà, ne cherchez pas. X et y sont indépendantes. C'est QFD. On aurait pu passer, je vais le faire quand même, on aurait pu passer par la première. F de x, y égale f de x point multiplié par f de point y. Donc on va déterminer le produit, c'est-à-dire f de x point multiplié par f de point y. Donc je vais encore reprendre. Donc on avait dit oui, f de x point, c'était 3x carré sur 2. Et f de point y, on avait dit c'était 2y. Bah, déjà les deux se simplifient. Et il nous reste bien 3x carré y. Ah, mais 3x carré y, c'est ma fonction de densité. Donc pour vos examens, ne commencez pas à faire les trois. Hein. Une des trois suffit à prouver l'indépendance. Ou la dépendance. Enfin, vous voyez, l'indépendance ou la dépendance. Pas besoin de s'embêter à perdre du temps. Bon, voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, exercice numéro 2. Alors, il est tout petit, mais il demande une certaine réflexion. Alors, on nous dit la note moyenne à l'examen final d'économie est de 72 sur 100 et l'écart type vaut 9. La distribution des résultats est normale. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, on va déjà nommer une variable aléatoire x. On va l'appeler la note moyenne à l'examen. Okay, je reprends le début de l'énoncé. Hein.
la note moyenne est de 72, donc je vais appeler une variable aléatoire la note moyenne à l'examen. Et on me dit que la distribution est normale, ça veut dire que x suit une loi normale. Normale, c'est pas dans le sens que tout va bien, hein, que... non, non, c'est la loi normale. Alors, on donne les paramètres puisqu'on les a. On nous dit, d'ailleurs, oui, c'est pas la note moyenne, autant pour moi. C'est la note à l'examen tout court. Hein. Bah, on nous dit la note moyenne, justement. Donc, l'espérance vaut 72 et l'écart type vaut 9. Et donc, je vous rappelle les deux paramètres de la loi normale, espérance, écart type. Ou variance, peu importe. Ça dépend d'ailleurs, hein, certains préfèrent mettre la variance ici. Alors, on décide de distribuer des prix aux meilleurs étudiants, de telle sorte que seulement 10% obtiennent un prix. À partir de quelle note attribue-t-on un prix? Donc là, question de réflexion, exercice de réflexion. Ben, on décide de distribuer des prix aux meilleurs étudiants, de telle sorte que seulement 10% des étudiants obtiennent un prix. Donc 10%, ça fait 0,1. Jusque-là, on est d'accord. Alors, et on veut la note. Ici, les 10% de ces étudiants, est-ce qu'ils auront plus que la note que je dois déterminer ou moins que la note? Ben, ces 10%, ce sont les meilleurs étudiants. Étant donné que ce sont les meilleurs étudiants, ils ont forcément plus que la note que je dois déterminer. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si je pose x, mon inconnu, là, ici, alors je ne vais pas donner tout de suite, mais en gros, la probabilité que la variable soit au-dessus de x est égale à 0,1. Oui. La probabilité que la note soit supérieure à la note que je veux chercher représente 10% des étudiants. Ok, donc retenez bien, ici on veut les meilleurs, donc ils sont forcément au-dessus. Mais dire que x plus grand que x est égal à 0,1, ici, hein, donc imaginez que vous avez x ici, hop, et ça là, la partie assurée, ça vaut 0,1. Quelle autre implication mathématique? Puisqu'on sait que la distribution normale est symétrique, hein, courbe en cloche. Bah, que représente ce qui est plus petit que x? Bah, ça représente tout le reste. C'est-à-dire que ça représente 0,9. Donc je peux aussi écrire comme ça. Les deux écritures sont identiques. Vous savez qu'avec les variables continues, les lois continues, on se moque de mettre le supérieur ou égal ou inférieur ou égal, ça n'a aucune importance. Ne vous posez jamais cette question pour les variables continues. Alors, vous avez normalement une table de la loi normale qui va vous permettre, on va voir, de déterminer petit x. Donc, on se concentre ici sur petit x, ça c'est notre inconnu. Avant de déterminer petit x, qu'est-ce que je dois faire? Ben, on doit utiliser la table, oui. Mais pour utiliser la table, qu'est-ce que je dois faire? Je dois centrer et réduire ma variable aléatoire. Hein, je dois centrer et réduire. Donc, on va appeler x', la variable centrée réduite. Et je rappelle que pour centrer et réduire, il suffit de retirer l'espérance et de diviser par l'écart type. Et donc ça suivra une loi normale de paramètre 0,1. Et c'est seulement à cette condition que je vais pouvoir utiliser ma table. Alors, je reprends ma probabilité. Donc, x, je vais transformer en x'. Mais attention, les modifications que j'ai appliquées à gauche, je dois aussi les appliquer à droite. C'est-à-dire que je dois faire petit x moins 72 sur 9. Et ça vaut 0,9.
Bien, mettez sur pause. Ouais, j'ai plus besoin. Alors, pour la table, je rappelle que... Hop. Donc là, vous avez à chaque fois les dixièmes, et là, vous avez les centièmes. Okay. Regardez la table en même temps, hein, pour comprendre. Okay, donc là, vous avez à chaque fois les dixièmes, enfin le chiffre de l'unité et le chiffre du dixième, et là, vous avez à chaque fois le chiffre du centième. Je rappelle qu'à l'intérieur, les valeurs qui sont à l'intérieur sont des probabilités. Ce sont des probabilités. Hein. Ça veut donc dire que le 0,9 que vous cherchez, vous allez le chercher à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce que la probabilité vaut 0,9. Donc ce 0,9, il faut aller le chercher à l'intérieur. Sauf que si vous regardez votre table, si vous cherchez 0,9, bah, vous ne tombez pas pile poil sur 0,9. Alors, attendez, je vous montre du mieux possible. Allez. 0,9 est compris ici. Entre les deux, vous voyez. Ouais. Donc, pour 1,28, j'ai 0,8997. Et pour 1,29, j'ai 0,9015. Donc 0,9 est entre les deux. Ça veut donc dire que je dois faire ce qu'on appelle une interpolation linéaire pour trouver la valeur exacte. Alors, si vos enseignants vous autorisent à arrondir, bah, prenez 1,28. Parce que le plus proche de 0,9, c'est celui-ci. Ouais. Donc vous prenez 1,28. Maintenant, si bah, vous avez l'habitude de faire des interpolations linéaires, bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors moi je sais que pour petit x, enfin pas tout à fait, x moins 72, je vais l'appeler x'. X', je dois avoir 0,9. Donc, je mets les bornes. Pour lui, on a 1,28. Et pour lui, on a 1,29. Ce qui veut dire c'est que je suis sûr et certain que petit x' est compris entre 1,28 et 1,29, ça c'est sûr. Et là, on va poser une petite équation. Alors, regardez bien la logique de l'équation, elle n'est pas très difficile. Vous partez du milieu, c'est-à-dire vous partez de l'inconnu. Et vous écrivez x' moins le plus petit, divisé par le plus grand moins le plus petit, égale. On va mettre quelque chose. Hein. Vous voyez, donc le milieu moins le plus petit sur le plus grand moins le plus petit. Ce que j'ai fait dans la colonne, avec la colonne de gauche, je fais la même chose avec la colonne de droite. C'est-à-dire que le x' va se transformer en 0,9, le 1,28 en 0,8997, le 1,29 en 0,9015, 8997. Vous voyez ? Il y a concordance entre les deux colonnes. Ce que j'ai fait à gauche, je le fais à droite, mais pas avec la même colonne, c'est tout. Bon, vous avez vos calculatrices, je pense que pour résoudre cette équation, vous n'avez pas besoin de moi, vous tapez tout ça, vous faites passer, et vous trouvez x' égale 1,282. Bon, c'est très proche de 1,28, mais en même temps, c'est normal. Attention, ça, c'est pas la valeur de x. C'est pour ça que j'ai noté x'. C'est quoi x'? Bah, x', c'est tout ça. Donc maintenant, je peux poser mon équation principale. Et je peux dire que x moins 72 sur 9 est égal à 1,282. Okay. X' égale x moins 72 sur 9. Et donc x égale 1,282 multiplié par 9 plus 72.
et vous allez trouver 83,54. Bon, ça tombe dans le reflet, mais vous voyez quand même le résultat. Donc 83,54. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 10% des étudiants auront plus que 83,54 sur 100 à l'examen. Et donc, ce sont eux qui obtiendront un prix. Bon, on ne vous demande pas d'interpréter, mais voilà, hein, ça veut dire, on reprend l'équation de base, là, ou même l'énoncé. 10% des étudiants auront plus que cette note. Ça va? Bien. Et sur pause. Alors, exercice numéro 3. On va parler d'intervalle de confiance. Alors, on vous dit, dans un échantillon tiré aléatoirement avec remise de 225 ménages. Alors, moi, personnellement, là, à chaque fois qu'on parle d'échantillon, je note petit n. Donc, dans un échantillon de 225 ménages, n égale 225. On a trouvé une proportion de ménages possédant un lave-vaisselle égale à 60%. Donc, dans cet échantillon, alors je note, ça dépend, moi je note Fn, je sais que certains le notent P bar, P prime, bon ça dépend des enseignants. Bon moi je vais garder, à la base je ne vais pas noter Fn parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'écrivent comme ça, mais c'est pas grave. Donc Fn, notez bien que c'est la proportion, c'est-à-dire c'est un pourcentage, hein, dans l'échantillon. Enfin même mieux, on va dire la proportion de l'échantillon. C'est pareil. Hein. Et c'est plus clair comme ça. Donc on a un échantillon de 225 ménages, et dans cet échantillon, on regarde qui a un lave-vaisselle, quel ménage a un lave-vaisselle et quel ménage n'a pas de lave-vaisselle. Et on constate, on nous dit dans l'exercice, que 60% ont un lave-vaisselle. Question 1. Donnez un intervalle de confiance à 95% pour la proportion P de ménages possédant un lave-vaisselle dans la population. Donc P, par contre, c'est la proportion, là je vais dire par contre, dans la population. Ouais. Que je ne connais pas. Mais que je peux estimer à travers ici, donc c'est la question, hein, à travers un intervalle de confiance. On verra comment on interprète le résultat à la fin. Ok ? Donc on va essayer il y a plusieurs façons d'estimer un paramètre d'une population. On peut le faire avec un intervalle de confiance, on peut le faire aussi avec ce qu'on appelle des estimateurs. Bon, il faut connaître tout ça de toute façon. Alors je donne la formule. Alors on nous dit à 95% de confiance. Et donc un intervalle de confiance, il a un pourcentage de confiance. C'est le pourcentage de sûreté. On est sûr à 95% que. Donc de P, c'est la proportion de l'échantillon, plus ou moins, c'est un intervalle. Hein. Alors attention ici l'écriture aussi, U alpha, racine de Fn, facteur de 1 moins Fn sur N. Il faut connaître par cœur. Hein. Je ferai une vidéo
où je vous démontrerai, mathématiquement comment on obtient ça. Mais ça, c'est pour les curieux. Sinon, pour les examens, vous apprenez la formule par cœur. Bah, on a déjà la plupart des données. Hein. On connaît Fn, on connaît petit n. Qu'est-ce qui nous manque? Eh oui, il nous manque U alpha. Alors, pour déterminer U alpha, c'est très simple. On va commencer par dire que la probabilité que U est supérieure à U alpha est égale à alpha sur 2. Avec U qui suit une loi normale de paramètre 0,1. C'est-à-dire que U est déjà centrée et réduite. Comme ça, vous n'avez pas à vous embêter. Comment je dois faire? Je n'ai pas l'espérance, je n'ai pas l'écart type. Vous n'avez pas besoin de vous poser cette question. U est centrée et réduite. Voilà the formule. Bon, alpha, c'est quoi? Alpha, on va l'appeler comme ça. C'est la proportion du risque. Proportion du risque. Proportion de l'erreur aussi. Bah, je cherche un intervalle de confiance avec une sûreté de 95%. Bah, je prends combien de risques? Bah, je prends 5% de risque. Donc alpha égale 5%. Donc P de U supérieur à U alpha égale 5% divisé par 2. Ce qui fait 0,025. Alors, on a une loi normale centrée réduite. On a la probabilité. Donc, normalement, je peux utiliser ma table pour aller chercher cette probabilité et trouver la valeur de U alpha. Oui, mais... Bah oui, mais non. Pourquoi? Bah, parce que je vous rappelle que la table de la loi normale ne lit que les inférieurs. Ne lit que les probabilités lorsque la variable est inférieure à quelque chose. Moi, j'ai du supérieur. Donc, je ne peux pas directement aller dans ma table. Ça, c'est obligatoire. C'est pas une condition... oui, peut-être de temps en temps. Hein. Non, non, c'est toujours... Elle ne lit que les inférieurs. Mais c'est pas très grave. Pourquoi? Bon, normalement, elle est un peu plus centrée, hein, c'est pas très grave. Parce qu'on veut que ce soit supérieur, que ça vaut 0,025. Donc, je sais pas, on va dire que U alpha est ici. Okay. Et donc, toute la surface, l'air qui est en dessous ici, vaut 0,025. Vous êtes d'accord? Bah, ça veut dire que tout ce qui est avant U alpha, ça vaut combien? Bah, ça vaut tout le reste. C'est-à-dire 0,975. Il est 8 h du matin. Voilà. Donc ça, je peux réécrire P de U inférieur à U alpha égale 0,975. C'est la même chose. Bon, en fait, c'est comme l'exercice précédent. Hein. On avait un petit peu vu ça. Et là, je peux y aller. J'ai mon inférieur. Alors attention, c'est comme tout à l'heure. La probabilité, vous lisez à l'intérieur. Alors 0,975, je vais vous montrer. Il est où? Je vais y arriver. Voilà. Alors là, on tombe tout pile. Regardez. Au-dessus de mon doigt. On a tout pile 0,975. Donc là, on peut prendre la valeur exacte
et on trouve 1,96. Donc U alpha égale 1,96. Okay, donc on prend la valeur à gauche, là, sur la première colonne, avec le chiffre des unités et le chiffre des dixièmes, et on l'intersecte avec le chiffre des centièmes sur la première ligne. Donc ça veut dire en fait que dans votre table, vous prenez 1,9 là, 0,06, et ici on a 0,975. Ouais. Je vous conseille de l'apprendre par cœur. Lorsque on a ici 0,975, ça sera toujours à 96. Vous allez énormément l'utiliser lorsque vous allez aborder par exemple ce qu'on appelle la théorie des tests ou l'économétrie. Donc c'est une valeur qu'on retrouve, sauf que vous allez finir par la connaître par cœur, tellement vous allez l'utiliser. Bon bah j'ai tout là, j'ai Fn, j'ai petit n, et je viens de trouver mon U alpha. Et ben, on peut en déduire l'intervalle. Donc c'est Fn plus ou moins 1,96 multiplié par Fn, 1 moins Fn sur n. Voilà. C'est toujours comme ça, hein, les intervalles de confiance. Donc la borne inférieure, donc bien sûr, pour la borne inférieure, vous faites 0,6 moins tout ça. Ne faites pas plus, le plus c'est après. Donc moins tout ça, vous allez trouver 0,536. Et le plus, vous allez trouver 0,664. Ça, c'est l'intervalle à 95% de P. P, je vous rappelle, c'est la proportion dans la population. Proportion dans la population. Comment on peut interpréter cette valeur? Eh bien, vous pouvez dire quelque chose de ce style-là, hein, si on écrivait simplement. On est sûr à 95% que la proportion dans la population est comprise entre, alors je mets en pourcentage, donc entre 53,6% et 66,4%. Je suis sûr à 95% près, donc avec 5% de risque, que la proportion de ménages, voilà, je n'ai pas mis dans le contexte, mais en gros, si on contextualise, c'est-à-dire que la proportion de ménages possédant un lave-vaisselle est comprise entre 53,6% et 66,4%. On est sûr. Bon, je vous accorde que c'est quand même un petit peu large quand même, hein, 53,6, 66,4. Alors la deuxième question, elle est très rapide. L'hypothèse avancée par certains qu'au moins 3/4 des ménages possèdent un lave-vaisselle vous paraît-elle devoir être écartée? Donc là, l'hypothèse, c'est qu'on nous dit il y a au moins 3/4 des ménages qui ont un lave-vaisselle. Bah, 3/4, ça fait 0,75. Bah, mais nous, on a dit que ça devait être entre 53,6% et 66,4%. Donc ici, 3/4 n'appartient pas à l'intervalle de confiance. Donc oui, l'hypothèse peut être écartée. On ne peut pas faire plus simple comme question. Donc là, vous vérifiez simplement si la valeur appartient à l'intervalle.
Bon, il y a un petit moyen de vérifier qu'on ne s'est pas vraiment trompé au niveau de l'intervalle. Bah, je vous rappelle qu'on a 0,6. Ça, c'est la proportion de l'échantillon. Et comme on retire, comme on enlève quelque chose et ensuite on ajoute quelque chose, vous vous doutez bien que le 0,6 doit toujours être compris entre les deux bornes. Donc ça veut dire qu'en fait, Fn doit toujours appartenir à l'intervalle, lui. Puisque l'intervalle est déterminé à partir de Fn. Bien. Alors, dernier exercice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, c'est un long énoncé, mais en soi, vous allez voir. Le gouvernement de l'Éco, petit pays méconnu, décide de bloquer à l'aéroport tous les avions en provenance de Nomi, pays également méconnu, où la grippe lapine fait rage. L'avion assurant le vol direct au départ de Nomi et à destination de l'Éco a décollé à 14 h, temps universel. Il n'a pas encore atterri. La compagnie aérienne estime que le vol durera au minimum 3 h et 10 minutes et au maximum 3 h et 30 minutes. Autrement dit, la durée du vol sera comprise entre 3h10 et 3h30. De plus, elle considère que toutes les durées de vol, comprises entre 3h10 et 3h30, sont équiprobables. On note X, la durée du vol, en minutes. Et donc X, durée du vol, en minutes. On peut peut-être déjà dire, du coup, X appartient à quel intervalle, non? Bah oui, bah la durée du vol, est comprise entre 3h10 et 3h30. Si je convertis en minutes, 3 heures, 3 fois 6, 18, ça fait 180 minutes, plus les 10, ça fait 190 minutes. Et là, on aura bien sûr 210 minutes. Ok. On nous donne une information supplémentaire, et d'ailleurs pas des moindres, puisque on nous dit que toutes les durées de vol, donc toutes les durées comprises entre 190 et 210 minutes, sont équiprobables. Donc la probabilité que la durée dure 191 minutes est égale à la probabilité, hein, on peut l'écrire comme ça, hein, on va prendre quelques exemples. C'est-à-dire que la probabilité que x soit égal à 190 est égale à la probabilité que x est égal à 191, etc., etc. Première question, quelle est la loi suivie par x? Vous donnerez également sa fonction de densité, sans oublier son domaine de définition. Bon, on a déjà répondu. Au domaine de définition, hein, on peut l'écrire, enfin plutôt, bon, attendez, on va plutôt l'écrire comme ça. Ouais. Donc le domaine de définition de x, c'est 190, 210. Quelle est la loi suivie par x? Vous savez, dans ce genre de cas, il ne faut pas trop réfléchir. Pourquoi? Bah parce qu'on travaille avec une variable continue. Et on nous a dit que toutes les durées étaient équiprobables. Bah, la seule loi que vous devez connaître, qui est continue, et dont les probabilités sont égales, c'est ce qu'on appelle la loi uniforme. Donc la loi uniforme, elle s'utilise, bien sûr, donc dans des cas qui sont continus, pour des variables continues, donc des cas continus, et dont les probabilités, les PI, sont égales. Je note comme ça, hein, facilement. Cas continu et dont les probabilités sont égales, donc sans hésitation, x suit une loi uniforme. Alors la loi uniforme, elle a deux paramètres. Alors c'est génial parce que les deux paramètres, en fait, ce sont les bornes de l'intervalle.
Et on vous demande sa fonction de densité. Donc la fonction de densité de la loi uniforme, c'est 1 sur B moins A. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire ce que c'est. A et B étant, encore une fois, les deux bornes de l'intervalle. Donc, 1 sur 30. Okay. Donc ça, c'est la fonction de densité de la loi uniforme. Là, c'est sous sa forme théorique, hein, générale. 1 sur B moins A. Ce sont des formules à connaître. Alors, question 2. En moyenne, à quelle heure va atterrir l'avion? Vous donnerez également la variance de la durée du vol. Alors, en moyenne, à quelle heure il va atterrir? On sait qu'il part à 14 heures. Mais on sait, et quelque part on ne sait pas, hein, que la durée du vol est comprise entre 190 minutes et 210 minutes. Et moi, je veux connaître l'heure moyenne d'atterrissage. Avant de connaître l'heure moyenne d'atterrissage, il serait peut-être bon déjà de déterminer la moyenne de cet intervalle. Ce qui paraît logique. Eh bien, déterminer la moyenne de la durée, hein, la moyenne de la durée du vol, ça revient à calculer l'espérance de la durée du vol, donc l'espérance de x. Je vous rappelle que le terme moyenne est plutôt réservé à la statistique descriptive. Pour les probabilités, on utilise le terme d'espérance, mais les deux, comment dire, le sens est le même. Hein, que ce soit moyenne ou espérance, le sens est le même. Bon, c'est facile, vous devez écoutez, vous devez déterminer la moyenne d'un intervalle. Eh bien, oui, c'est simplement A plus B divisé par 2. C'est-à-dire 190 plus 210 divisé par 2. Ce qui fait 200 minutes. Okay. Donc ça veut dire qu'en moyenne, la durée du vol sera de 200 minutes. Alors nous, on veut l'heure d'atterrissage. Donc je le redis, l'avion décolle à 14 heures. En moyenne, il met 200 minutes pour son vol. Et donc à quelle heure il atterrit? Dans 200 minutes, il y a déjà 3 heures. Oui. Ça fait 180. Ça fait 180 minutes. Et donc du coup, pour atteindre les 200, il reste 20 minutes. Oui. Pas 10, hein, attention, 20. 20 minutes. Donc, 14 heures plus 3 heures, ça fait 17 heures. Donc, il atterrira en moyenne à 17h20. Ok ? Donc, je répète, en moyenne, hein, il atterrira à 17h20. Alors, on vous demande aussi de calculer la variance. Bon, c'est bien pour ici rappeler la formule. Donc, la variance d'une loi uniforme, c'est B moins A carré sur 12. Donc, c'est 210 moins 190 au carré sur 12, ce qui fait à peu près 33,33. Voilà, bon, ça c'est juste pour le rappel de la formule. Donc B moins A carré sur 12.
va? Je vais garder le petit graphique, enfin, petit croquis. Alors on vous dit, la cellule de crise en charge de bloquer l'avion à son arrivée n'a pas eu vent de l'information donnée par la compagnie aérienne et compte mettre en place ses effectifs à 17h20, justement. Donc on vous donne quelque part le résultat. Donc entre le moment où l'avion décolle et le moment où il atterrit, donc il y a 200 minutes, et donc c'est à ce moment-là, 17h20, donc en gros c'est la moyenne, que la compagnie mettra en place ses effectifs. Calculer la probabilité, donc je cherche la probabilité de quelque chose, que l'avion atterrisse avant la mise en place des effectifs. Si on met en place les effectifs à 17h20 et on nous demande la probabilité que l'avion atterrisse avant la mise en place, ça veut dire que la durée du vol doit être plus petite que 200. Ouais. Il faut que la durée du vol soit inférieure à 200 minutes pour qu'il arrive avant 17h20. Alors, lorsque vous devez calculer des probabilités, ça concerne surtout les lois continues, les variables continues, lorsque vous devez calculer la probabilité que la variable soit inférieure à quelque chose, on utilisera toujours, notez-le, ce qu'on appelle la fonction de répartition. La fonction de répartition. Cette fonction de répartition, on la note habituellement comme ça, grand fx de x. Alors attention, attention, je le dis, notez-le si vous voulez, mais si vous ne le savez pas, à chaque loi correspond sa fonction de répartition. Je n'ai pas dit que c'était une fonction de répartition universelle. Là, ça vaut pour la loi uniforme. Donc pour la loi uniforme, la fonction de répartition, elle donne toujours la probabilité qu'une variable soit inférieure à une certaine valeur. Bon, ça tombe bien, c'est ce que je veux. Donc ça, c'est par contre la définition générale. Alors ça vaut pour tout. Voilà. Ça vaut pour toutes les lois, toutes les variables. C'est la définition même de la fonction de répartition. C'est la probabilité que x soit plus petit que x. Et pour la loi uniforme, c'est tout simplement x moins a sur b moins a. X étant la variable, comme dans une fonction f de x. Donc dans le cadre de mon exercice, on aura x moins 190 sur 210 moins 190, c'est-à-dire sur 30. Et bien sûr, le petit x que vous voyez ici, c'est le même que celui de la formule. Autrement dit, moi je cherche la probabilité que x soit inférieur à 200. Donc je cherche, je peux le noter comme ça. Je cherche grand F de 200. J'ai juste à remplacer x par 200 dans la formule. Ouais. Donc ça fait 1 tiers. C'est ça, non? Je dis pas de bêtises. Oui, 200 moins 190, ça fait 10. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais. Et 10 sur 30, ça fait 1 tiers. Voilà, donc à peu près 33% de chances que l'avion atterrisse avant la mise en place des effectifs. Ça va pour ça? Donc la fonction de répartition sert toujours à calculer la probabilité que x soit plus petit qu'une valeur. Pour la loi uniforme, on a la formule. Hop, et puis ensuite on remplace x par la valeur souhaitée. Imaginez, petit exemple, que on vous avait demandé probabilité que x soit supérieur à 220. Là, on n'aurait pas pu directement appliquer la formule. Pourquoi?
Bah parce que moi, là, j'ai un supérieur, et la formule ne calcule que les inférieurs. Mais c'est pas grave, parce que si on veut la propriété que x soit plus grand que 220, bah c'est le tout, c'est-à-dire c'est 100%, moins la propriété que x est plus petit que 220. Si on veut plus grand que 220, bah on prend toutes les probabilités et on retire celles qui sont plus petites que 220. Donc vous devez apprendre à manipuler, on va dire, le calcul de ce genre de probabilité. On peut même le généraliser hein, si vous voulez. Voilà. On a une belle formule. Ça, c'est toujours vrai. Hein. Toujours, 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 hein, pour les variables continues. Sans hésitation. Bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'espère que ce petit exercice vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.